yotana butu eyinda yembo na nzambe etondi mokili batulaka ngai wapi nzambe na ye nzambe na ngai afandi na nkembo kumama mosantolo Yawe kumama Yawe kumama na pokwa lelo Yawe kumama Yawe kumama. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Henri Papa Moulaja, bandeko nyonso ya Washington DC. Na ye kopesa bino rendez-vous ya kitoko ya louange adoration dimanche le 30 novembre Bosanate, dimanche 30 novembre à partir de 17h. Nous en attendons un biso louange adoration et vous avez un Hampton Conference Center. Donc tout y a biso nyonso tout comme Nzambe longo et j'espère que kolona biso to kuma melara alors ça biso bola mo mingi. Welcome, que Dieu vous bénisse. God Almighty, you are worthy to be praised. God is so good, He's so good to me. God is so good, He's so good. God is so good, He's so good to me. You are worthy to be praised. Shout to the Lord. Hallelujah, God is so good. He's so good to me. Ah, does it know? Nagestemane yo melinkenyo yo ya minyoko mawa pe mpasi ondimi koko malisumu eloko yo osala na noteo yo moto umeli na bosantu ebanda boni yo koma lisumu yaya nanga yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo Bonsoir chers téléspectateurs de Code 243. Nous revenons ce soir avec une émission spéciale avec Monsieur Albert Moleka, qui est un habitué de ces plateaux, qui est en visite aux États-Unis. Bonsoir Monsieur Albert. Bonsoir cher Abraham. Vous êtes des nôtres ce soir pour parler de la situation politique, pas simplement en RDC, mais en Afrique, dans le monde et pourquoi pas aux États-Unis. De Gaulle, quelle lecture faites-vous de ce qui vient de se passer au Burkina Faso? L'avez-vous vu venir ou bien c'est une surprise pour vous? Pour moi, personnellement, ce n'est pas une surprise. En fait, je pense que les avertissements étaient là, tant venant de la population à travers la société civile, à travers les différents partis politiques de l'opposition burkinabé, mais aussi, il faut mentionner les préoccupations clairement exprimées par les partenaires extérieurs du Burkina et les partenaires de l'ancien président Blaise Compaoré. Et je pense qu'encore une fois, c'est simplement une démonstration du fait que tout pouvoir dictatorial ou répressif ou autoritaire, à un certain moment, a le cœur endurci, à un certain moment perd toute capacité d'écoute, de conseils sages et de conseils des amis. Et c'est ainsi que ces genres de régimes ont toujours la même fin, malheureusement. Est-ce que beaucoup veulent faire un parallélisme entre ce qui s'est passé au Burkina Faso et surtout l'atterrissage, qu'on ait vu la société civile, qu'on ait vu les politiques d'un côté et même l'armée s'asseoir, fusionner pour pouvoir mettre en place une charte qui aujourd'hui a découlé sur un gouvernement provisoire. Vous qui êtes un habitué, vous êtes un ancien de cette politique en RDC, qu'est-ce qui nous manque? Ou s'il nous manque quelque chose, ou bien à quel stade sommes-nous? Ou quelles leçons tirer de cela? Je crois qu'il serait
dangereux de faire du parallélisme. Exact. Et ce n'est même pas nécessaire. Mais il serait, je dirais même idiot, de ne pas comprendre que ce qui s'est passé au Burkinabé, c'est les prémices d'un vent qu'il sera impossible d'arrêter pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique en général. Nous devons comprendre, cher Abraham, que nous sommes entrés dans une période de notre histoire et dans ce 21e siècle où les peuples ne vont plus accepter n'importe quoi. Il y a des choses que les peuples acceptaient au 19e, au 20e siècle, mais qu'ils n'accepteront pas au 21e siècle. C'est un axiome qu'il faut absolument assimiler, pas seulement les personnes qui sont au pouvoir actuellement, mais même ceux qui aspirent à exercer le pouvoir dans le futur. C'est-à-dire que les peuples ont accès à des réseaux sociaux, les peuples ont accès à l'information globalisée, et les peuples n'accepteront plus n'importe quoi. Les peuples ont besoin de cette alternative politique, cette alternance politique qui produit du sang nouveau, des idées nouvelles, et c'est avec un renouvellement du sang et des idées qu'une nation peut avancer. 16 élections sont prévues présidentielles en 2016 en Afrique. Et l'on remarque que les États ou les présidents qui veulent absolument s'accrocher au pouvoir ou veulent apporter des modifications au texte qui les lie, ici on parle de constitution, sont en train de vivre ces remous. Le cas du Togo, le cas du Bénin, et pour la première fois nous avons même vu sur la place dans la diaspora des remous au sein de la communauté congolaise du Congo-Brazzaville. Qu'entrevoyez-vous dans les 2 prochaines années? Bon, tout d'abord, il y a une chose, un fait très important qu'il faut remarquer, qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des régimes ou des personnalités en poste qui sentent à un certain moment cette volonté, ce besoin de, à mon avis, livrer le combat de trop. Première remarque, ces personnes ne s'appartiennent plus. C'est-à-dire que pour la plupart, la décision de vouloir continuer est plutôt consécutive à une pression soit de leur entourage direct, soit une pression des milieux financiers, économiques qui les soutiennent. Et souvent, ces milieux ont des réseaux qui vont jusqu'à l'étranger. Donc, ils ne sont pas libres, ces personnes ne sont plus libres de prendre elles-mêmes leurs décisions, même par rapport à leurs propres intérêts personnels. Et c'est ainsi que, très souvent, comme les intérêts de leurs entourages et les intérêts de leurs partenaires économico-financiers peuvent être des fois divergents, ces personnes se retrouvent très souvent dans une situation où, en fait, elles ne peuvent plus voir la réalité telle qu'elle se pose, telle qu'elle se présente au sein de leur population et au sein des peuples qu'ils sont supposés diriger. C'est pourquoi je répète encore une fois, l'histoire nous renseigne et nous enseigne que ces régimes ont toujours la même fin. Ont toujours la même fin. Souvenez-vous, dans notre pays, le maréchal Mobutu a dû fuir. Il est passé au Togo pour quelques jours. Il a atterri finalement au Maroc. Blaise Compaoré a dû fuir. Il est resté en Côte d'Ivoire quelques jours. Il a atterri maintenant au Maroc. Bon, tout le monde s'imaginerait que ça doit servir de leçon quand même à certains. Ça doit instruire quand même certains dans leurs réflexions. Mais on occulte très souvent le fait que une fois que vous avez le cœur endurci, une fois que vos oreilles sont fermées, bon, vous vivez dans un autre monde, dans un autre univers. Et ce qui fait que
ces dirigeants, à un certain moment, bien qu'ayant à leur disposition les meilleurs renseignements, bien qu'ayant à leur disposition les meilleurs services, deviennent impuissants par rapport en face du vent de l'histoire. Vent de l'histoire. Mais ne croyez-vous pas que des fois, ce qui bloque, c'est la non-garantie qu'ont ces messieurs, ces dames, après avoir été autoritaires sur le peuple, après avoir géré le pays avec plusieurs malversations. Il n'y a aucune sécurité. Ils savent que c'est soit la mort, soit aujourd'hui on a créé la CPI, c'est soit à la CPI pour l'éternité. Est-ce que cela ne justifierait-il pas cette tendance suicidaire, auto-suicidaire, qui fait que, bon, certains espèrent, je vois encore cette image du président Gbagbo dans son bunker, ou encore celle toute récente de Compaoré avec son convoi. Est-ce que cela n'est pas l'une des raisons? Oui, il est vrai aussi qu'il y a une voix en face de laquelle vous ne pouvez jamais être sourd, c'est la voix de votre conscience. Et la plupart, en fait, tous connaissent très bien les méfaits qu'ils ont causés, pour certains les assassinats qu'ils ont commandités ou qu'ils ont eux-mêmes exécutés, les malversations financières qui portent préjudice à leur peuple, et effectivement avec les divers outils juridiques aux mains de la communauté internationale, dont font partie tous nos pays, il leur devient difficile de croire aux garanties, à toutes les garanties qu'on peut leur donner. Mais je crois que il est de la responsabilité de chacun, lorsque vous avez des responsabilités politiques, de faire attention jour après jour à la manière dont vous exercez ces responsabilités. Vous savez, la Bible nous enseigne quand même que vous récoltez ce que vous semez. C'est un principe biblique, c'est un principe humain, et que si vous avez, on dit qui sème le vent récolte la tempête. Mais je crois que en tout état de choses, tout le mal qu'on peut souhaiter à ces personnes, c'est quand même de pouvoir, à un certain moment, se mettre en face de leur Créateur, s'ils croient en Dieu, et de se repentir, car en fin de compte, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une vie après ces fonctions, et il y a même une vie après cette terre. Pour ceux qui nous rejoignent, sur Code 243, nous recevons M. Albert Moleka, que vous connaissez, qui est de l'UDPS, qui a été le directeur de cabinet du président élu. Pour cette émission, nous parlons de la politique en RDC, dans le monde, et pourquoi pas de l'avenir de la RDC. Récemment, Human Rights Watch a release un rapport incriminant le général Kanyama. Quelle lecture faites-vous de cela après que nous ayons eu, toujours au courant de cette année, la fameuse information sur les 15 milliards que détiendrait le président Joseph Kabila, par rapport aux déclarations du président Obama disant qu'il n'y a pas de changement de constitution, deuxième mandat. Est-ce que nous ne sommes pas dans une logique vue des choses qu'on a connues un peu vers la fin du régime du maréchal? Oui, ça indéniablement. Moi, dans mes analyses en général sur la manière dont ce régime est en train de, je peux dire, de s'en aller, me rappelle les dernières années de la Deuxième République. Vous avez mentionné le rapport de Human Rights Watch concernant les disparus, les exécutions sommaires opérées par des éléments de la police nationale contre des citoyens congolais reconnus comme Kuluna ou présumés Kuluna.
Je dois dire que personnellement, il y a certains cas précis qui avaient été portés à ma connaissance et que j'avais transmis d'ailleurs aussi bien aux responsables de la police qu'à la MONUSCO à ce sujet à l'époque. Et il y a même quelques mois, juste pour vous donner un exemple précis, lorsqu'il y avait eu la nouvelle mise en place dans la police nationale et notamment dans la ville de Kinshasa, où le responsable de la police en charge de l'IMT, donc qui est dans le quartier général, est au rond-point à l'échangeur. Le nouveau responsable, je l'ai rencontré comme son prédécesseur, le colonel Mukuna. Je l'avais aussi rencontré quand j'avais pris mes fonctions auprès de M. Tshisekedi, vu que c'est lui qui nous gérait, en quelque sorte. Je l'ai rencontré, puis quelques mois après, je comptais repasser là-bas pour toujours le cas des personnes qu'on a arrêtées ou quoi. Puis on me fait comprendre qu'il n'était plus là, qu'il avait disparu et qu'on était en voie de nommer encore un successeur. Bon. Je me suis renseigné et cet officier, en fait, on l'a fait fuir en dehors de Kinshasa parce qu'il y a un incident qui s'est passé. Un jeune conducteur de taxibus avait fait un accident et souvent dans ces cas-là, vous savez, on arrête les chauffeurs, tout ça. On a arrêté ce chauffeur et comme dans ces arrestations dans les bois, souvent on délaisse tout le monde du peu d'argent et des appareils téléphoniques. Il était au cachot sans argent et il était mis dans un cachot avec d'autres prisonniers. Le lendemain matin, sa famille vient avec l'argent pour le libérer. On le cherche, on ne le trouve pas. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, ce chauffeur a été mis dans un cachot où il y avait des présumés Kuluna. Et pendant la nuit, ils ont tous été exécutés, y compris le chauffeur. Et c'est suite aux différentes démarches de la famille de voir clair sur le sort de leur enfant qu'on a préféré faire disparaître ce commandant. Et voilà une vie qui était perdue simplement parce qu'il était placé dans un cachot d'où les détenus ont été exécutés sommairement pendant la nuit. Car ces détenus n'ont pas bénéficié d'un procès, d'un jugement ou quoi. Évidemment, ce qui est un peu sensible dans ce dossier des Kuluna, c'est que, bien sûr, pour la population, l'urgence, c'est d'être débarrassé des Kuluna. Et d'une certaine manière, on peut comprendre même la position de la population qui dit « Mais écoutez, pourquoi faire tant d'histoires? Parce que eux, quand ils tuaient, on ne faisait pas tant d'histoires. » Non, je crois que tout ce que les gens épris de justice réclamaient, c'était que les Kuluna soient arrêtés, soient jugés et condamnés. Mais lorsque un gouvernement décide que nous allons nous passer de la justice, nous allons simplement éliminer et exécuter froidement ce que nous considérons comme Kuluna, cela devient dangereux parce que le gouvernement lui-même devient hors la loi. Exact. Et là, c'est le risque de nous retrouver dans une jungle. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que, bon, aujourd'hui, le phénomène Kuluna n'est pas, en quelque sorte, renaît. On n'arrive pas à contrôler et à mettre fin à ce phénomène. Parce que lorsque vous utilisez les mêmes méthodes que ceux que vous combattez, vous engagez une guerre, et dans le cas des Kuluna ou du banditisme de ce genre, vous risquez d'être confronté à un genre de guérilla urbaine. D'autant plus qu'il y a un fait aussi qu'on occulte souvent, c'est dans certains cas la collusion entre
les Koumouna et certains responsables des services de sécurité. Il y a un procès qui va commencer au Sénégal concernant la disparition de Tchébéa. Quel est votre avis? Vous savez, concernant l'histoire de Floribert, moi j'ai toujours dit que il faut comparer ça à l'histoire d'Abel. Le sang de Floribert crie toujours vengeance. C'est une histoire, nous irons jusqu'au fond de l'histoire, la vérité sera connue par tous, car beaucoup connaissent la vérité déjà, mais la vérité sera connue de tous. La vérité sera connue de tous. Vous savez, ce qui est particulier au cas de Floribert, c'est que Floribert ne se battait pas seulement pour les opposants, quoi. Floribert, à l'époque, sous la Deuxième République, je crois, Floribert est même intervenu en faveur d'un certain John Numbi. Oui, j'aurais appris. Donc Floribert se battait pour tous les Congolais, pour le respect des droits de tous les Congolais. Donc en Floribert, vous avez tous les Congolais. Vous aviez quelqu'un qui s'était vraiment sacrifié, avait sacrifié sa vie privée, sa vie personnelle, pour se mettre vraiment au service de tous ses frères, de toutes ses sœurs. Et je crois nous essayons tous, chacun dans ses propres capacités, de contribuer à ce que cette vérité soit connue, soit établie en justice, devant un tribunal, que les responsables soient nommés publiquement et reconnus publiquement, et qu'ils soient condamnés, et qu'ils soient arrêtés. Et ils le seront, ils seront condamnés, ils seront arrêtés, où qu'ils soient. Ils seront arrêtés, condamnés, où qu'ils soient. Nous sommes toujours dans ce cycle de violence béni. Dites-moi, on a vu, avant l'arrivée du président de la République, des massacres. Pendant sa présence, des massacres. Après son départ, toujours des massacres dans Béni. Qu'est-ce qu'il y a, à votre avis? Adef Nalou? Première chose, lorsque dès le départ on a incriminé l'Adef Nalou, bon, j'ai essayé de mon côté de me renseigner un peu, parce que lorsqu'il y a crime en général, on se pose toujours la question à qui profite le crime. Exact. Bon. Je me suis posé la question, en quoi de tels massacres profiteraient à l'Adef Nalou? Est-ce que la lutte de l'Adef Nalou, c'est contre la population de Béni, ou leur lutte, c'est contre un régime dans un pays voisin? Et je crois qu'au fur et à mesure que ces massacres perdurent, nous nous rendons compte qu'on commence à citer d'autres personnes ou d'autres groupes. On commence à faire état de la présence de certains réseaux ou groupes dont on ne parlait pas avant. Mais en règle, dans sa globalité, la déstabilisation qui est mise en marche au niveau de Béni, à mon avis, n'est qu'une partie du plan général d'une nouvelle déstabilisation dans le Nord Kivu. Et à ce titre, les personnes qui sont derrière tous ces faits criminels cherchent aussi à décrédibiliser la MONUSCO, bien sûr, puisque dans la plupart de ces régions, la MONUSCO est en quelque sorte le rempart de la population. Les FARDC, nos troupes, dont la plupart des éléments souhaiteraient faire bien leur travail et respecter le serment qu'ils ont prêté par rapport à la nation, ne sont pas mises dans les conditions de pouvoir faire leur travail. Et c'est ainsi que vous avez des rapports où, bon, on vous dit très bien que les membres de telle ou telle bande qui ont assassiné des gens, ce sont
des militaires. Alors, sont-ils des militaires de l'armée régulière? Sont-ils des militaires d'une ex-rébellion présente ou à venir? Ça, c'est difficile à établir pour le moment. Il s'avère aussi que certaines opérations, certains assassinats ont visé à aussi rendre totalement silencieux certains témoins gênants de l'assassinat du général Mamadou Ndala. Mais je ne pense pas qu'on va assassiner 50 personnes aujourd'hui, 80 personnes quelques jours après, 30 personnes encore après, simplement pour une affaire. Il y a un plan général de déstabilisation du Nord Kivu qui est en marche, cela est connu. Et ce que nous devons remarquer, simplement, ce sera ma conclusion concernant l'affaire Béni, c'est que la question qu'on a en droit de poser, y a-t-il un gouvernement? Y a-t-il une autorité de l'État? Y a-t-il une volonté de protéger le Congolais? Parce que vous savez, lorsqu'une population finalement se retrouve pendant des années dans une situation où on la tue, on la viole, l'État ne fait rien pour elle, un jour elle peut très bien se dire, écoutez, nous nous prenons en main nous-mêmes, Kinshasa, nous n'avons rien à faire avec Kinshasa, ils ne font rien pour nous, nous allons nous auto-déterminer. Voilà. Alors, à qui profiterait cela? Vous savez, je vais rappeler simplement une petite anecdote. En 2009, j'étais ici à Washington lors de l'inauguration de Barack Obama et j'avais besoin d'une information sur la configuration de nos institutions, la présence de certaines personnes dans nos institutions. Et j'ai eu au téléphone notre frère, l'honorable Jean-Claude Vouemba, qui me dit, mon frère, on nous rabat les oreilles avec cette guerre qui nous est imposée, injustement imposée par le Rwanda. C'est faux, cette guerre nous est imposée par des gens ici à Kinshasa et ces gens sont dans nos institutions. Donc c'est difficile de dire en public, prononcer des speeches où on s'affirme comme le défenseur de la population et tout ça. Et la nuit, vous laissez des personnes dans une contrée bien déterminée, des personnes se faire assassiner la nuit sans défense. Il y a absence d'État. Il y a absence d'État. Lorsqu'il y a absence d'État, je crois qu'il faut en tirer les conséquences. Et la prise en charge de la sécurité pour les populations, non seulement de Béni, parce que c'est un phénomène qui risque de se propager dans les deux Kivu. Ça ne vous étonnez pas si vous assistez dans les semaines qui viennent à des tueries éparses sur un territoire qui va s'élargir de plus en plus. La réaction, ça sera quoi? Ça sera des milices d'autodéfense. Et souvenez-vous, c'est comme ça que le phénomène Mai Mai avait déjà commencé il y a plusieurs années. Et c'est ce phénomène que d'autres rébellions mieux organisées, soutenues par d'autres forces occultes, se sont mis aussi dans la danse pour les intérêts que nous connaissons. Exact. Oui, comme vous en parlez, je crois que la situation est au Katanga, avec les Bakata, Katanga, qui tous les jours ici, on les a vus, même les Maïmaï, déposer les armes et puis revenir au niveau du Katanga. Tout récemment, ces informations que nous avions eues, je crois le week-end dernier, Lubumbashi était en état d'urgence, si je peux dire. Tout le monde a dû fermer, aller se cacher parce qu'il y avait une insécurité récurrente. Parlons du Katanga. Le gouverneur de la province, aux dernières nouvelles confirmées ou non, je crois que les grandes chaînes crédibles, entre guillemets, nous ont dit qu'il aurait été empoisonné et qu'il aurait survécu de cet empoisonnement. Vous qui êtes sur la scène politique congolaise, l'on remarque qu'il y a un pattern, il y a une mise en place ici ou des exécutions sommaires du personnel politique ou militaire en RDC.
D'où cela nous vient-il? Cher Abraham, d'abord, vous avez mentionné les Bakata Katanga. Je voudrais faire juste une petite observation qui, à mon sens, vaut son pesant d'or pour évaluer la manière dont le gouvernement de Kinshasa traite les choses. Il y a un problème au nord Katanga, ce qu'on qualifie le fameux triangle de la mort. Mais c'est un problème qui se manifeste jusque Lubumbashi. Souvenez-vous du 23 mars 2013, oui, lorsque les fameux Bakata Katanga se sont baladés en plein Lubumbashi jusqu'à aller au siège de la MONUSCO, réclamer quoi? L'indépendance du Katanga. On assimile les Bakata Katanga aux miliciens Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu, qui s'est échappé mystérieusement de la prison de Lubumbashi en 2011 avec plusieurs de ses acolytes et qui a pu tranquillement rouler pendant des centaines de kilomètres jusqu'à son propre quartier général sans être inquiété. Ouais. Je n'ai jamais entendu parler d'une enquête là-dessus. Je suis aumônier des prisons. C'est ma 20e année en tant qu'aumônier des prisons. Savez-vous qu'à la prison de Makala, au pavillon 9, le pavillon des femmes, il y a une dame qui a été arrêtée à Lubumbashi et transférée à Makala depuis 2011. Elle est mise en prison, pas jugée, rien du tout. C'est qui? C'est l'épouse de Gédéon. Donc, non, je vais vous faire comprendre ceci. Vous avez un problème avec une milice au Katanga, vous ne trouvez rien de mieux à faire que d'arrêter son épouse, qui d'ailleurs, à l'époque, d'abord, a été mise en prison à Lubumbashi. Elle était enceinte, elle a accouché, l'enfant est mort à cause des conditions d'incarcération. Vous la reprenez, vous l'amenez à Kinshasa, à Makala, elle n'a pas de famille à Kinshasa, rien du tout. Mais en même temps, vous souhaitez que son époux là, dépose les armes, tout ça. Donc vous voulez une chose, mais et son contraire. En ce qui concerne, vous avez mentionné le gouverneur Moïse Katumbi. Je crois que tout le monde connaît la place que Moïse Katumbi occupe dans la sphère du camp kabiliste. Moïse Katumbi est un grand financier du kabilisme, si je puis dire. Moïse Katumbi, au niveau national, je crois que tous les Congolais reconnaissent en lui un bon gouverneur, mais surtout un bon président de club de football, le tout-puissant Mazembe, qui fait l'honneur de la République démocratique du Congo, non seulement sur le continent africain, mais même à l'extérieur. Ouais. Maintenant, la question qui se pose, telle que nous lisons, c'est n'y a-t-il pas un petit désagrément ou certaines dissensions au sein de ce camp concernant toujours les prochaines élections ou les candidatures aux prochaines élections présidentielles? Et Moïse Katumbi étant par lui-même un leader au Katanga, mais un leader aussi au niveau national, et qui peut légitimement nourrir certaines ambitions, selon certains, et que cela lui attirerait des ennuis. Bon, je crois que c'est de bonne guerre, parce que, écoutez, on dit que les loups ne se mangent jamais entre eux, mais on remarque aussi toujours que quand le navire commence à couler, c'est les rats qui fuient en premier lieu. Ils donnent un signe, ils donnent un signal. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que, vous savez, dans notre pays, nous avons besoin tous de faire un effort, c'est-à-dire de faire un effort dans le sens de la tolérance. Il faut tolérer les ambitions de chacun. Dans la plupart des cas, en politique, vous vous battez pour un poste,
pour un fauteuil, vous savez qu'il n'y en a qu'un, mais tolérer que plusieurs personnes aient l'envie d'occuper ce fauteuil. Si maintenant la politique devient seulement une arène où on doit éliminer les concurrents potentiels, ben, n'oubliez pas encore une fois, ce que vous semez, vous allez le moissonner, vous allez le récolter, à coup sûr. À coup sûr. Changement de constitution. On a vu au sein de la majorité présidentielle en RDC plusieurs échos. On a eu l'impression qu'il y avait même une dissension. Certains, je citerai le cas de Lambert Mende, pour. Claude Machala, pour. Francis Kalombo, contre. Mais depuis les événements du Burkina Faso, on a l'impression que ce dossier de changement de constitution serait mis de côté pour une autre stratégie. Tout le monde parle en fait du recensement, qui risque de déborder et empêcher la mise sur pied de ce processus électoral. Quel est votre avis? Tout d'abord, vous avez mentionné Lambert Mende pour. Là, je voudrais un peu rectifier parce que M. Mende n'est pas en mesure d'exprimer sa position personnelle. M. Mende exprime la position qu'on lui demande, qu'on lui charge d'exprimer. Exact. Mais je crois qu'à la suite, bien sûr, des événements du Burkina, il y a eu, je ne vais pas dire volte-face, mais vous savez, à un certain moment, on dit quand même chez nous que même Mwana Mouké a Bangagamoto à un certain moment. Et qu'il y a manifestement un recul dans cette stratégie-là et on opte toujours pour ce glissement du mandat actuel usurpé par M. Kabila. Bon, le recensement, parlons du recensement. Vous savez que les opérations de ce recensement, le marché a été confié à la société chinoise Huawei. Okay. Et cette société chinoise, actuellement, est en train de chercher toujours le financement. 500 millions de dollars. Okay. Depuis la mise en place de la fameuse commission... Avant la mise en place de l'ONIP, Huawei avait déjà ce marché qui en fait dépend du ministère de l'Intérieur, tout ça. Et récemment, dans les semaines, les jours passés, Huawei était toujours en train de chercher dans les milieux financiers, notamment en Suisse, 500 millions de dollars. Mon frère Abraham, souvenez-vous que le dernier recensement digne de ce nom que nous avons eu dans notre pays remonte à 1984. Or, depuis 1984, nous avons eu au Zaïre à l'époque et en RDC par après plusieurs élections. Sous le parti État, nous avons eu des élections. Sous le régime Kabila, nous avons eu des élections. On n'a jamais posé le problème du recensement. Quand bien même que lorsque vous relisez l'accord global et inclusif, vous remarquez que dans les prerequisites, dans les préalables sur lesquels tout le monde s'était mis d'accord, préalables à des élections, il y avait le problème du recensement, il y avait le problème de la constitution d'une armée républicaine et d'autres préalables. Lorsque vous lisez aujourd'hui la liste de ces préalables, vous vous rendez compte que jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Mais malgré ça, nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu des élections en 2011. Vous savez, lorsque M. Malou Malou a désigné président de la CENI, j'ai dit immédiatement que Malou Malou a été désigné pour ne pas organiser des élections en RDC. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans son calendrier, tout d'abord, au lieu même de continuer
avec le calendrier qui était en cours, c'est-à-dire de s'atteler à organiser les provinciales, de sorte à éviter la situation d'illégitimité du Sénat, des assemblées provinciales. Non, on fait tabula rasa de cela. On revient à la nécessité de la démocratie à la base. Le même Malou Malou qui, en 2006, dans le cycle 2006, quand bien même que la communauté internationale avait libéré, mis à disposition les financements pour la tenue des élections locales, avait fait fi de ces financements et n'avait jamais tenu ces élections, n'avait jamais organisé ces élections. Au contraire, le régime avait nommé les administrateurs du territoire, les bourgmestres, etc. etc. Maintenant, on nous parlait d'élections locales en février 2015, donc dans 3 mois. Auront-elles lieu? J'ai dit, bon, oui, si vous croyez que les poules ont des dents. On nous parle d'élections générales en 2016. Auront-elles lieu? Encore une fois, je crois, si vous croyez que les éléphants roses existent. Tout est fait de sorte à rendre, et cela est déjà fait, techniquement impossible, la tenue de toutes ces élections dans le délai constitutionnel. Je crois que notre position doit être simplement de bien faire comprendre au régime actuel que et le peuple congolais, et la classe politique, la société civile, les églises et la communauté internationale ont essayé de surmonter leur frustration consécutive aux élections de 2011 et ont toléré dans une certaine mesure la présence de ce régime pendant 2 ans, jusqu'aujourd'hui, mais qu'en aucun cas, toutes les personnes ou tous les groupes que j'ai cités ne toléreront un régime au-delà du délai constitutionnel. Élection ou pas élection. Tout doit tomber. Élection ou pas élection, ce régime illégitime ne sera pas toléré. Et ça, c'est un message clair qu'il faut lancer à ce régime. Bien sûr, comme ils sont déjà dans l'étourdissement et dans l'aveuglement, ils ne changeront pas d'attitude et ce régime finira comme tous ces régimes finissent. Il finira comme tous les régimes finissent. Dernier volet de notre émission, il nous reste un petit quart d'heure d'après notre régisseur. Parle un peu, UDPS. Comment va le président? Personnellement, je ne sais pas comment il se porte actuellement. Vous savez, la dernière fois que j'ai vu le président Tshisekedi, c'était le jeudi 13 mars, lorsqu'il m'a appelé pour une séance de travail. Il était tombé malade le mardi 4 mars. Et bon, lors de cette séance de travail, il m'avait communiqué 6 noms, 3 noms de l'extérieur, à savoir Félix Tshilombo, Claude Kiringa, Willy Vangou, 3 noms de l'intérieur, Valentin Moubaké, Roger Kakongé et moi-même, en disant voilà la nouvelle direction politique du parti. C'était un jeudi, samedi tu m'amènes Moubaké et Kakongé et lundi tu prépareras la décision pour que je la signe. Malheureusement, nous avons été interrompus pendant cette séance de travail par un incident que j'ai qualifié à caractère purement familial et depuis le jeudi 13 mars, je n'ai pas vu M. Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas quel cadre de l'UDPS ont pu le voir à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Je peux simplement dire que chaque jour, je prie pour son état de santé, et parce que le Congo et les Congolais ont besoin d'un Etienne Tshisekedi en bonne santé. Vous savez, Etienne Tshisekedi a toujours constitué un peu le paraclet, un paraclétos, une protection un peu pour tous les Congolais. C'est notre président élu.
c'est notre président élu, nous en avons besoin, nous avons besoin de sa présence. C'est une personne qui a habitué les Congolais à une proximité, il reçoit tout le monde, il recevait tout le monde, les Congolais sont habitués à ça, et depuis 9 mois, les Congolais ne le voient pas, ne l'entendent pas, ne reçoivent pas de preuves crédibles de son état de santé, de l'évolution de son état de santé. Au contraire, les gens perçoivent certains signes inhabituels lorsqu'on connaît Étienne Tshisekedi. Est-ce que Étienne Tshisekedi peut être dans un pays pendant 3 mois et ne pas recevoir son représentant personnel dans ce pays? Est-ce qu'il peut rester dans un pays et ne pas recevoir certains de ses proches, réputés proches? Bon, je crois que c'est à la suite de cette absence qui, pour beaucoup de personnes, est inexpliquée, que, je crois, les personnes, surtout les membres du parti, tiennent à exprimer, pour certains, leur désapprobation de la manière dont la situation d'Étienne Tshisekedi est gérée. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que très rapidement, Étienne Tshisekedi puisse reprendre contact avec non seulement ses membres, ses combattants, mais avec toute la communauté congolaise. On avait promis à la diaspora un contact pour fin août, puis pour milieu septembre. Jusqu'à présent, rien n'est fait. On nous avait promis à nous, les Congolais au pays, un retour pour octobre, puis pour novembre. On n'a pas encore vu. Il faut comprendre non seulement la frustration, mais l'inquiétude qui gagne les membres du parti et, au-delà d'eux, même tous les Congolais. Mais d'aucuns disent que ceci aurait pu être géré de meilleure façon. Bon, je comprends qu'il y a un aspect sentimental qui intervient. Parce qu'on a l'impression qu'une guerre de tranchées est là. Et la question que plusieurs analystes politiques se posent, c'est de savoir à qui profite cela. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la gestion d'abord, avoir le dossier quand il a été évacué, ce dossier sorti par le pouvoir, chose extraordinaire. Moi, je me souviens, j'ai eu la fiche, j'avais le numéro du téléphone du pilote de l'avion avec lequel j'essaie de prendre contact et tout ça. Donc, il y a eu une gestion un peu qui n'était pas habituelle de l'UDPS. Est-ce que, par rapport à ces déclarations, motion de défiance d'un côté, motion de confiance de l'autre côté, vous qui avez été dans le secret du chef, et je rappelle pour ceux qui nous regardent, M. Albert Moleka est l'homme qui avait organisé la prestation de serment du président élu. Donc vous qui avez eu à passer ce moment-là, quel message vais-vous donner à ce stade? Si c'est vrai que vous avez des inquiétudes, tout comme tout un chacun, mais quel message au stade où, à ce stade-ci, nous espérons voir une cohésion pour que l'effet Burkina Faso ne nous passe pas, ne passe pas au-dessus de nos têtes pour atterrir dans un autre pays voisin, mais que nous puissions également bénéficier, compte tenu de la sagesse et de la cohésion voulue. Que pouvez-vous dire? Mais à qui tout cela profite? Bien sûr au régime en place. Écoutez, soyons clairs, la seule personnalité politique qui faisait trembler le régime en place, c'est Étienne Tshisekedi. Même lorsque Étienne Tshisekedi s'est tu depuis après les élections, après sa prestation de serment, Étienne Tshisekedi n'a pas fait de déclaration. Après, je crois, la dernière conférence de presse, nous l'avions organisée le 20 janvier 2012. Depuis, il s'est tu. Malgré son silence, en fait, son silence est devenu un silence tellement assourdissant par rapport à ce régime qu'il devenait dérangeant. D'autant plus que ce régime voyait que malgré son silence, Étienne Tshisekedi semblait mener certaines actions
notamment au niveau diplomatique. Malgré le silence, il rencontre François Hollande. Malgré le silence, le président Sassou veut le rencontrer. Malgré le silence, on voit... Il est invité aux États-Unis. Oui, il est invité aux États-Unis. Et Étienne Tshisekedi était la personne à neutraliser. Bon. Mais ce que je peux simplement dire, cher Abraham, c'est que tout le monde doit comprendre aussi que Étienne Tshisekedi, dans sa manière de vivre, encore une fois, je le répète, avec les Congolais et surtout avec les membres de son parti, il les a habitués à un certain échange. Et ces rencontres, cette proximité, cet accès à ses membres et mutuellement, ça constitue aussi une sorte d'oxygène pour Étienne Tshisekedi. Lorsque j'ai été près de lui à son retour de l'étranger, j'ai pu de visu voir à quel point, lorsqu'il a repris son travail sur le terrain, au fur et à mesure qu'il reprenait le rythme de rencontre avec ses militants, à quel point cela contribuait à améliorer sa santé. Donc je crois qu'il faudrait que de part et d'autre, on puisse faire un peu la part des choses et un certain équilibre au niveau de la gestion du cas du président Tshisekedi. Bien sûr, il a un problème de santé. Je crois que c'est déjà une bonne chose que finalement tout le monde a eu le même langage sur ce point, parce que j'estime qu'il était mauvais de faire croire aux gens à l'époque qu'il allait bien, alors qu'il avait un sérieux problème de santé, et que être en contact avec certaines personnes en qui il a confiance et dont il aime la compagnie, ça ne peut lui faire que de bien. Étienne Tshisekedi, c'était une personne qui ne pouvait pas passer une semaine sans rencontrer des représentants de sa base, que ce soit des parlementaires debout ou quoi. C'est une partie de son oxygène. Donc il s'agit de faire un peu la part des choses et d'arriver à un certain équilibre de sorte. Cela contribuera aussi, à mon avis, à disons, une consolidation au niveau de l'UDPS, que les gens pourront se tranquilliser, se calmer et ensemble faire face aux enjeux de l'heure et aux enjeux à venir, qui sont des enjeux nationaux. Vous savez, si en politique, vous n'êtes pas capable de transcender certaines choses, transcender certaines émotions, alors ne vous engagez pas en politique. Vous savez, j'ai œuvré avec Étienne Tshisekedi 6 ans, dont 3 ans à 7000 km. Mais lorsqu'on s'est retrouvé au même, disons, dans la même sphère géographique, des fois j'avais pitié d'Étienne Tshisekedi, parce que presque chaque jour, quelqu'un venait lui dire « On a vu Moleka à Kingakati, attention, Moleka a reçu 6 millions de dollars, 12 millions, je ne sais pas combien. » On aurait même dit que vous étiez venu, je crois que cette année, pour en demander le soutien des Américains pour être... Mais non seulement ça, mais vous avez été cité dans cette affaire. Vous avez été cité dans cette affaire. Que j'étais venu, j'ai vu des sénateurs et j'ai vu Obama pour lui demander de me soutenir en 2016 et que quelqu'un, un représentant de l'UDPS ici, a affirmé m'avoir accompagné à ces rencontres avec vous. Avec vous. Donc... vous savez, et lorsqu'une personne telle qu'Étienne Tshisekedi doit être dérangée par ces bobards au quotidien, vraiment, la question que je me suis toujours posée, mais ces gens-là travaillent pour qui? Ces gens-là travaillent pour qui? Nous avons à notre disposition, en Étienne Tshisekedi, le meilleur avant-centre, si on parlait d'une équipe. Mais pourquoi saboter l'avant-centre? Pourquoi saboter l'avant-centre? Pourquoi lorsqu'il y a des belles passes qui doivent lui être données, allez, on sabote tout cela. Mais enfin, je crois que nous devons tous faire un effort au niveau de l'UDPS, permettre à Étienne Tshisekedi cet oxygène de contact avec certains
des membres de son parti, que les gens puissent être tranquillisés à ce niveau-là, et puis ne pas oublier qu'Étienne Tshisekedi avait exprimé une vision sur l'avenir de l'UDPS, parce que ce qu'il m'avait confié, bon, je l'ai transmis, et certaines personnes ont vérifié, même auprès de la famille, la véracité de ce que j'ai dit. Cela a été vérifié. Donc, les fameux sinon dont on dit d'un côté, on parle d'un directoire, mais qui ne serait pas conforme au statut, tout ça, c'est... Oui, mais je crois qu'on n'a pas laissé Étienne Tshisekedi le temps ou l'opportunité de mettre ça, en exécution. Mais bon, la véracité de ce fait a été vérifiée. Donc nous avons quand même quelques éléments de ce qu'il était sur le point de faire. Et bon, bien sûr, il serait dangereux pour le parti de refuser clairement de suivre la voie que Étienne Tshisekedi a tracée ou voulait tracer. C'est lui qui c'est lui qui tient la vision de l'UDPS. Vous savez, dans certains cas, Étienne Tshisekedi a même démontré que dans certains cas, il était plus grand que l'UDPS. Était-ce une bonne chose ou pas? Bon. Non, je crois que 2011 l'a prouvé. Pour ceux qui suivent l'actualité de près, en 2010, le 30 juin à Bruxelles, au sortir de la messe du cinquantenaire de la RDC, en larmes, il dira « Mon parti est en lambeaux ». Et en 2011, lorsqu'il se présente aux élections présidentielles, c'est pas simplement président de l'UDPS, c'est un peu le candidat du peuple. La manière dont Jean-Pierre Bemba avait également été vu en 2006. Donc je crois que j'espère que vous qui êtes de l'UDPS et tous ceux qui nous suivent vont vraiment prendre la mesure de cela et comprendre que nous avons ici un atout, nous avons ici quelqu'un qui a une expérience, une audience, une aura. Et les quelques difficultés que nous lisons, que nous voyons sur la place publique dérangent. Et le vœu de nos cœurs et de la plupart des téléspectateurs qui nous suivent, c'est de voir l'unité, parce que l'UDPS incarne ce parti où il y a eu de la formation, les gens sont rentrés à cause respectueux des textes. C'est l'UDPS qui parle d'état de droit. Hein, je crois que c'est le vœu de plusieurs personnes qui nous ont par ailleurs écrit et tout ça. Mais encore une fois... Vous savez, si je peux juste vous interrompre un peu, j'ai reçu, il y a 2 coups de fil durant toute cette période qui m'ont vraiment marqué, des coups de fil que j'ai reçus d'un frère et d'une sœur de la diaspora que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, mais qui m'ont dit en substance ceci: nous ne sommes pas des membres de l'UDPS, mais si aujourd'hui nous avons la chance d'être à l'étranger et d'avoir des papiers, c'est grâce à l'UDPS. Donc sachez que tout ce qui se passe à l'UDPS nous touche parce que nous sommes reconnaissants à l'UDPS. Simplement du fait d'avoir été capables d'avoir des papiers dans les pays où nous résidons actuellement. Une deuxième anecdote, vous savez, après la prestation de serment d'Étienne Tshisekedi, le 23 décembre 2011, j'ai dit au président Étienne Tshisekedi, nous étions seuls dans son bureau, que bon, Monsieur le Président, vous avez prêté serment en tant que président élu des Congolais et de tous les Congolais. Donc moi, en tant que votre collaborateur, désormais, je n'apporterai à votre connaissance que des dossiers nationaux, plus des dossiers du parti. Pour moi, les dossiers du parti, et là, les statuts sont là pour le confirmer, vous pouvez vous en décharger sur le secrétaire général et son équipe. Il a marqué son accord. Étienne Tshisekedi n'a pu tenir que 2 mois. Mais il était trop attiré de nouveau par la gestion du parti. Simplement pour dire que l'UDPS pour Étienne Tshisekedi, c'est sa vie. Il faut, d'une certaine manière, il a besoin de ce contact avec son parti et avec les personnes avec qui il est habitué de travailler. Et il ne faut pas commettre l'erreur de peut-être vouloir trop bousculer des personnes dont on ignorait
le rôle qu'il jouait pour Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi avait plusieurs collaborateurs proches, mais que peut-être les gens ignorent à quel point ces gens étaient importants pour Étienne Tshisekedi. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Mais pour revenir à cette fameuse accusation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant réaliste, nous voyons que le président élu avance en âge. Et toute personne censée réaliste se projetterait 2 ans, 3 ans, 5 ans d'ici. Croyez-vous qu'au sein de l'UDPS aujourd'hui, il y aurait des personnes qui auraient intériorisé cette vision, qui pourraient aider le parti à réussir à prendre le pouvoir, car le parti dans l'opposition a fait un superbe travail. Mais croyez-vous qu'aujourd'hui, stratégiquement, l'UDPS est à même de pouvoir mettre sur pied une dynamique, cette fois-ci de conquête du pouvoir? Parce que l'UDPS, au niveau de l'opposition, elle a démontré, et tout le monde est quasiment d'accord là-dessus. Tout d'abord, cher Abraham, je dois dire que si vous avez accompagné Étienne Tshisekedi dans sa lutte, que ce soit 1 an, que ce soit 32 ans, et que vous n'avez pas reçu de lui cette volonté, cet esprit de sacrifice pour les intérêts supérieurs de la nation, cette volonté de servir la nation, c'est que vous avez perdu votre temps. Parce que Étienne Tshisekedi, que symbolise Étienne Tshisekedi? C'est le service pour la nation. Exact. Et si vous avez travaillé avec lui, si vous l'avez accompagné, surtout si vous avez compris la quintessence de sa lutte, mais vous ne pouvez que être rempli de cette volonté de servir la nation. Je crois que le véritable problème que nous avons au Congo, c'est le problème des gestions des ambitions et le problème des tabous. Il y a certains sujets que nous voulons conserver tabous alors qu'il est de notre intérêt. Déjà sous d'autres cieux, c'est des points tout à fait banaux. Je crois que les problèmes de succession, les problèmes de candidature à la présidence, que ce soit du parti, que ce soit du pays, ce sont des points qui doivent être banalisés en politique. Que ceux qui ont telle ou telle ambition, qu'ils soient libres au moment qu'ils veulent de l'exprimer, ça serait manifester une compréhension de la lutte d'Étienne Tshisekedi qui a toujours prôné la prise en charge. Prenez-vous en charge, c'est-à-dire prenez vos responsabilités concernant d'abord votre propre vie et puis la vie de la communauté congolaise. Je crois, et à ce sujet, c'est un livre, là je vous l'annonce, j'aurai un livre qui va sortir dans les 6 prochains mois, où nous travaillons sur la coutume. Et on constate en fait que ces sujets tabous sont une mauvaise interprétation entre la coutume et l'administration moderne. Parce qu'un chef coutumier dans nos traditions bantoues, et la plupart du temps RDC, sa santé, on n'en parle pas. La succession de son vivant, on n'en parle pas. Parce qu'il y a un collège qui se fait dans le secret. Et même pour certaines tribus, la mort du chef n'est pas annoncée. C'est quand on l'a enterré que l'on vient l'annoncer au peuple. Et d'ailleurs, on interdit à certaines personnes. Le cadavre du chef, on ne le voit pas. Et je crois que cet amalgame-là, je demande au public d'attendre dans les 6 prochains mois, si tout va bien d'après notre timing. Nous avons fait cette étude-là parce que nous nous rendons compte que il y a une certaine dichotomie. Certaines personnes voient le pouvoir de la manière moderne
et ça leur permet d'avancer. D'autres voient ce pouvoir-là, sont dans un dualisme entre la modernité et la coutume, et ceci empêche en fait un bon fonctionnement. D'où même les multiples modifications ou tentatives de modification des constitutions ne sont que la résultante d'interprétation coutumière de ce qu'est le pouvoir. On a le pouvoir, on l'arrache, on ne le donne pas, on le garde jusqu'à la mort. C'est peut-être cela qui justifie qu'en Afrique, nous avons, et j'essaie de déborder, je crois que ce n'est pas le sujet du jour, mais bon, je l'annonce. Non, mais c'est très intéressant parce que moi aussi, je travaille sur un livre qui sera en fait mon témoignage de mon exposition au monde politique congolais depuis le plus bas âge, parce que très petit, j'ai connu Kasavubu, c'était notre bourgmestre de Dendal, aujourd'hui commune de Kasavubu. J'ai été sur les genoux de Lumumba, qui venait fournir la bière polar chez nous. Et le maréchal Mobutu, n'en parlons pas, je dis toujours clairement, moi je l'ai toujours appelé papa, il n'y a pas de secret. Et bien sûr aussi de personnes qui m'ont fortement touché, comme Frédéric Kibassa, qui, lorsque j'ai été exposé au phénomène UDPS, c'était surtout dans son sillage. Et puis bien sûr l'ancien Premier ministre Mulumba Lukoji, avec qui j'ai travaillé, Mongol Diaka, qui m'avait aussi appelé à son service, et bien sûr notre président élu Étienne Tshisekedi. Et j'ai fait une observation qui rejoint un peu votre hypothèse sur la tradition, c'est que nous voyons qu'il y a aussi toute une génération qui a connu cette colonisation, qui a vécu sous la colonisation, mais qui a eu ce souci de liberté, puis a combattu pour la démocratie, mais une démocratie qu'ils n'ont jamais vécue. Non, et qui ont voulu établir quelque chose que eux n'ont jamais vécu, et qui tous présentent le même trait d'éprouver des difficultés à gérer de leur vivant l'après-eux. C'est ainsi que la plupart des personnes de cette génération, même celles qui ne sont pas en politique, laissent rarement des testaments signés. Voyez, mon père fait partie de cette génération aussi. Quand bien même il nous a laissé beaucoup de conseils, tout ça, mais cette génération a peur de laisser des testaments signés, a peur de désigner même un chemin clair pour l'après-moi. J'ai trouvé ça intéressant comme trait commun un peu à cette génération. Mais nous, notre génération, qui avons été exposés à des sociétés démocratiques, qui avons été exposés à des sociétés où la justice signifie quelque chose, donc, il est incompréhensible que nous reproduisions les mêmes caractères. Nous ne pouvons pas maintenant manifester de la dictature dans les organisations où nous évoluons, parce que nous n'avons pas grandi en fait dans des systèmes dictatoriaux. Nous avons grandi pour la plupart des élites, des cadres, dans des sociétés où nous avons été exposés à ce que la démocratie veut dire. C'est ainsi qu'un des plus grands défis de la plupart même des organisations politiques, la société civile, c'est dans leur fonctionnement propre qu'on sente réellement qu'il y a cette démocratie, il y a cette ouverture qui permet l'échange des idées, qui permet d'obtenir une cohésion dans les analyses, tout ça, de sorte que des stratégies efficaces puissent être tirées afin d'atteindre les objectifs qu'on se donne. Les objectifs qu'on se donne avec Code 243, c'est toujours vous apporter une information fiable, d'éviter la rumeur, de contacter les personnes qui ont la bonne information, de manière à ce qu'ensemble nous soyons
fluidifier. Raison pour laquelle nous avons reçu ce soir M. Albert Moleka, qui a exercé des grandes fonctions au niveau de l'UDPS, comme vous le savez, et surtout la plus importante que j'aimerais que vous puissiez garder, c'est lui qui a organisé la prestation de serment en 2011 du président élu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il était de passage ici à Washington. Il a accepté de répondre à notre invitation. Nous voulons vous dire merci. Au nom de Code 243, nous voulons que vous puissiez être notre interlocuteur auprès de tous ceux qui sont restés au pays. Nous espérons que très bientôt, vu la dynamique qui est mise en place en Afrique, que les choses vont aller de mieux, de manière à ce Code 243, pourquoi pas, dans les prochains mois, puisse avoir une antenne sur Kinshasa. Tout à fait. Et pourquoi pas ailleurs en RDC. Voilà, Monsieur Albert Moleka, c'est un plaisir. Je voudrais vous accorder une dernière petite minute, peut-être si vous avez un message particulier à cette diaspora qui attendait, qui oui, espérait vous entendre parler peut-être un peu plus clairement de tout ce qu'il y a eu. Mais bon, elle est là et vous écoute. Je vous accorde la minute. Tout d'abord, nous sommes le 23 novembre. Nous vous souhaitons bon anniversaire. Merci. Cher Abraham, que le Très-Haut vous accorde toutes ses faveurs. Et aussi, n'oubliez jamais que toute l'opposition dont vous serez l'objet ne fera que valider votre mission, valider votre appel. Merci. Donc, quelqu'un qui n'est pas soumis à des oppositions, à des critiques, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui est vide. Donc, continuez ce que vous faites en bonne conscience, parce que seule votre conscience peut vous reprocher quelque chose. Pour nos frères et sœurs de la diaspora, je veux simplement encore une fois vous encourager à travailler en synergie. Notre grand défaut et notre grande faiblesse, à nous les Congolais, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, c'est souvent l'incapacité de reconnaître l'atout ou l'expertise de l'autre. Et nous trouvons plus facilement des raisons de critiquer, de saboter, de ternir la réputation. Et tout ce genre de comportements ne font qu'affaiblir cette lutte dont nous tous, nous targuons être des membres. Et donc, unissez-vous, travaillez en synergie. Ceux qui se considèrent intellectuels ou quoi, réunissez-vous entre intellectuels. Ceux qui se considèrent activistes, réunissez-vous entre activistes. Respectez que l'autre peut aussi donner un point de vue différent. Comme nous disons en Lingala, Mosapimoko et Sukolaka et Longité. Nous continuons encore pour 2 semaines notre séjour à l'extérieur. Nous aurons, je crois, l'occasion aussi de parler avec certains frères et sœurs de la diaspora. Mais mon message, c'est ce souci de travailler en synergie. La perfection n'existe pas, mais vous savez, lorsque l'homme exprime sa volonté vers un objectif, en tout cas, il atteindra toujours cet objectif-là, mais il s'agit de mettre en action ce que nous professons. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, nous disons Amen. À très bientôt. Au revoir. Tana butu eyinda yebo na nzambe bitondi mokili batulaka ngai wapi nzambe na ye nzambe na ngai afandi na nkembo kumama mosantolo Yahweh kumama Yahweh
frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Henri Papa Moulaja. Bandeko nyonso, il y a Washington DC. Naye kopé sabino rendez-vous. Il y a Kitoko, il y a louange, adoration. Dimanche, le 30 novembre. Bossanate. Dimanche, 30 novembre, à partir de 17h. Nous en attendons un sur louange, adoration. Et vous avez un Hampton Conference. Donc, tout y a besoin de ça. Tout comme ça, melongo. Et j'espère que Kolo na biso to guma melara. Alors ça biso gola mo mingi. Welcome, que Dieu vous bénisse. God Almighty, you are worthy to be praised. God is so good, He's so good to me. God is so good, He's so good. God is so good, He's so good to me. You are worthy to be praised. Shout to the Lord. Hallelujah. God is so good. He's so good to me. Ah, does it be no? Nagestemane yo melinkenyo yo. Ya minyoko mawa pempasi. Ondimi koko malisumu. Eloko yo osala na noteo. Yo moto umeli na bosantu. Ebanda boni yo koma lisumu. Yaya nanga yo bongi na yango te. Ezanga inde na meritaki. Sonyo yo